Bonjour Yumna, bonjour à tous. Ce matin, nous accueillons le sénateur Tani Mohamed Soili. Il n'est pas présent ici, mais il est au téléphone. Il est bloqué dans les embouteillages et nous allons parler aussi d'embouteillages avec le sénateur Tani. Mais d'abord, bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Alors, le conseil départemental de Mayotte vient de se voir refuser par l'État la gestion des programmes de fonds européens. Pour l'État, ce transfert de compétences risquerait de déstabiliser les procédures et pourrait être préjudiciable aux porteurs de projets. Le conseil départemental ne partage pas du tout cette lecture. Il pense être capable de mettre au point une véritable stratégie territoriale. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'État ne fait pas assez confiance aux institutions locales? Avant de répondre exactement à votre question, je rappelle d'où nous venons. Nous venons d'une situation où Mayotte a fait son entrée parmi les régions ultrapériphériques en 2012, année où la majorité du conseil départemental de l'époque a pris la décision de confier la gestion de ces fonds à l'État. Aujourd'hui, le président Soladine estime que le conseil départemental est prêt à gérer directement les fonds européens. C'est à cette aune qu'il faut lire la réponse donnée par le gouvernement. Moi, je me rangerai toujours sur la position du conseil départemental du président Sobradine, dont il faut souligner quelque chose qu'il a amené, c'est la pacification des relations entre le conseil départemental et l'État. Et sa position, qui est une position de sagesse, consiste à dire on va revoir la copie pour à nouveau revenir vers le gouvernement et demander cette gestion directe des fonds européens. J'ajouterai que cela passe aussi par cette évolution institutionnelle que j'appelle avec le président du conseil départemental, que nous appelons de nos voeux, de clarifier les compétences de ce département région. Et j'espère que très prochainement, nous allons évoluer sur ce sujet. Et cette clarification des compétences sera de nature à faire davantage avancer ce dossier et de convaincre prochainement le gouvernement. Alors, le député Mansour Kamardine, lui, parle d'entrave au financement des projets et des développements prioritaires à Mayotte. On sous-entend là que les Mahorais doivent mener la politique de développement de son territoire, mais quelque part on l'empêche un petit peu. C'est aussi cette histoire de peut-être si on avait ces fonds européens à gérer directement, on pourrait peut-être faire des projets de développement tels des routes pour désengorger ces axes qui bloquent comme aujourd'hui, donc amènent ces embouteillages. Oui, moi je répète ce que je vous ai dit. Il faut clarifier les compétences de façon à ce que on ne laisse pas d'ambiguïté. Aujourd'hui, nous avons un département qui exerce les compétences d'une région et cette formulation plus ou moins floue permet de faire peut-être des choses de l'ambiguïté de celle actuellement. Donc, moi, je pense que la stratégie passe par la clarification des compétences. Et comme ça, comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous aurons une région qui porte les gros projets, comme à La Réunion, et ces projets qui seront portés par la région, solliciteront les contributions de l'État et de l'Union européenne. Je pense qu'en procédant ainsi, nous allons finir de démontrer à l'État que notre collectivité est pleinement en capacité de prendre en main sa destinée et l'État ne sera là que pour appuyer la collectivité régionale. Alors, le chef de l'État
est annoncé en visite à Mayotte au mois d'octobre. Alors, pour l'instant, on ne sait pas exactement si ce sera le 22, le 23 ou le 24, mais en tout cas, c'est la période annoncée pour sa visite ici. Il est attendu sur des grands dossiers qui montrent justement l'impatience des Mahorais sur l'égalité sociale, mais aussi des grands projets tels l'allongement de la piste de l'aéroport et peut-être parler de ces gestions des fonds européens également. Vous, concrètement, monsieur le sénateur, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous attendez de cette visite et que doivent attendre les Mahorais de cette visite? Alors, il est vrai que le président de la République est attendu de pied ferme et c'est le moins que l'on puisse faire puisque ce n'est pas tous les jours qu'on a l'honneur d'avoir une visite présidentielle. La date de fin octobre a été donnée. Je rappelle tout de même que cette date a été rapportée à deux reprises, notamment en raison des négociations sur le Brexit. Donc, vous voyez ce qui se passe au niveau du Brexit, où Boris Johnson a mis en sommeil le Parlement britannique jusqu'au 14-15 octobre. Donc, voilà, il ne faudrait pas s'étonner si pour les mêmes raisons, c'est-à-dire la nécessité de négocier sur le Brexit, font que ce voyage est ajourné à nouveau. Sur le fond, les Mahorais sont unanimes pour attendre la même chose, la question de la piste longue, bien évidemment. Une question qui a été soulevée par le CESEM, à juste titre, celle de la convergence des droits. J'espère, comme les Mahorais, que le président de la République fera des annonces intéressantes sur cette convergence des droits. Vous avez, la semaine dernière, été reçu avec les parlementaires de Mayotte au ministère de l'Agriculture. Il était surtout question de pêche séchelloise dans la zone exclusive économique de Mayotte. On vous a déjà entendu à la radio, entre autres. Vous dites que vous étiez rassuré à l'issue de cette rencontre, mais les pêcheurs locaux ici sont toujours dans le doute, monsieur le sénateur. Quelles sont concrètement les contreparties pour eux? Alors, cette rencontre au ministère de l'Agriculture, c'est une rencontre qui avait été prévue depuis longtemps et donc nous en avons profité, le député Kamardine et moi-même, pour poser cette question de la pêche des bateaux séchellois. Je n'ai pas dit que j'ai été rassuré par cette réunion. Le cabinet du ministre de l'Agriculture nous a assuré qu'il n'y avait pas de surpêche. Je rappelle que cette question date là aussi de 2014. Moi-même, j'avais posé une question au gouvernement en 2016 et j'avais obtenu une réponse en 2017. Vous posez la question de la contrepartie. Il faudrait quasiment une émission entière pour en parler. La contrepartie, vous venez de l'évoquer dans le journal, c'est tout ce que l'Europe fait pour Mayotte. Il ne faut pas regarder cette question sous un angle étriqué de la seule question de la pêche, même si elle est importante et même si nous devons tout mettre en œuvre pour que notre lagon, plutôt notre ZEE ne soit pas pillé. Mais les contreparties sont nombreuses. C'est tout ce que l'Europe est susceptible d'apporter à Mayotte. J'ai aussi dans mon communiqué parlé du fait que les Seychelles, ayant une voix dans le cadre des relations dans la région, c'est aussi l'occasion, dans le cadre de la rediscussion de ces accords, parce que j'ai demandé que les élus mahorais soient reçus par le gouvernement avant la réitération de ces accords, eh bien c'est l'occasion de parler avec les Seychelles de la place de Mayotte dans l'océan Indien. Cette zone économique exclusive a été l'objet d'une question écrite du député Kamardine au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il demande
que la France dépose à l'ONU les instruments de délimitation de la zone économique exclusive de Mayotte. Est-ce que ces craintes sont légitimes selon vous? Ce ne sont pas des craintes, ce sont des demandes légitimes. Et là aussi, c'est la continuité de ces rencontres que nous avons régulièrement entre les élus mahorais d'un côté et le gouvernement français. Il y avait deux volets. Le volet accord cadre avec les Comores, et pendant ces rencontres, eh bien, nous préparions également ce que le député Kamardine appelle la francité de Mayotte, qui doit être reconnue. Donc là aussi, c'est la continuité de nos travaux. Nous n'avons de cesse de dire que sur ces sujets internationaux, sur ces sujets de souveraineté, les parlementaires mahorais et le président du conseil départemental, nous parlons d'une seule et même voix. Et aujourd'hui, c'est fort heureux que le député Kamardine, dans la continuité des travaux que nous menons depuis maintenant bientôt 2 ans, eh bien, ait mis dans l'actualité cette question de la délimitation de notre zone économique exclusive, laquelle avait fait là aussi objet d'une question écrite de ma part en 2015, en avril 2015. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte, je répète ma question, sur le fait que cette zone exclusive économique est toujours revendiquée par les Comores, qui auraient, selon des rumeurs, vendu même des blocs en vue d'exploitation pour du pétrole éventuel? Monsieur Raconte-Travaux, là, je vous dis qu'il ne s'agit pas de crainte, il s'agit d'une revendication qui date des années 70. Et aujourd'hui, nous avons des élus déterminés qui posent les questions. Nous avons un gouvernement qui nous donne la possibilité, eh bien, avant de prendre une décision, d'échanger et de nous exprimer sur ces sujets. Et maintenant que les questions sont posées, elles ne datent pas d'aujourd'hui, eh bien, nous allons continuer nos travaux pour que lorsque il y aura une décision de prise, eh bien, qu'on ait au préalable entendu et écouté les élus mahorais. Est-ce que le président de la République a annoncé donc en octobre, si cela se confirme, fera un saut aux Comores, puisqu'il en était question à une époque? C'est la première question. La deuxième, justement, où en sont les relations avec les Comores qui étaient source de crispation ces dernières années? Eh bien, vous avez suivi l'actualité comme moi. Il y a eu cet accord cadre qui a été signé d'ici la fin du quinquennat. Cet accord doit être exécuté de bonne foi avec les clauses, notamment la clause de rétractation en cas de non-respect de cet accord. Donc c'est ça l'état actuel des relations avec les Comores par rapport à l'agenda du chef de l'État. Ça serait plus opportun de poser directement cette question à son cabinet. Monsieur le sénateur, il va y avoir des mouvements de grève dans les jours à venir. Il y a cette grève sur les retraites, la réforme des retraites. Il y aura des grèves au niveau national et aussi ici, puisque les Mahorais s'interrogent réellement sur leur avenir. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire aujourd'hui à la veille de cette grève, puisqu'elle est annoncée pour demain? Qu'il y ait des grèves et des revendications, là aussi nous sommes en démocratie et dans le pays des droits de l'homme, donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Une loi portée par M. Delevoye va bientôt être votée sur le système des retraites. Cette loi ne fait pas unanimité. En tout cas, c'est ce que on entend par-ci par-là. Par contre, il y a une disposition dans cette loi qui serait vraiment intéressant et opportun qu'elle soit appliquée à Mayotte, c'est de faire en sorte que, quel que soit le régime ancien de retraite, parce qu'il est question d'unifier les régimes, quelle que soit la profession, eh bien, qu'on puisse accorder à chaque Français un droit à une retraite minimale de 1 000 euros. Donc je pense que
cette disposition, si elle est adoptée, il faudra se battre pour qu'elle soit appliquée à Mayotte, parce que c'est vrai, depuis longtemps, moi je m'en souviens avant même d'entrer en politique, les questions de retraite et de cotisation par rapport aux retraités mahorais se posent. Même s'il y a eu des améliorations de ces droits ces dernières années, on est loin du compte. Et là aussi, il faut profiter de cette loi, de ce texte qui va être examiné par le Parlement pour faire avancer les droits des Mahorais. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci, Tani Mohamed.